Vous êtes bien sur BFM Politique. Notre invité ce matin, Manuel Bompard. Bonjour, merci d'être avec nous, coordinateur de la France Insoumise. À mes côtés, pour vous interroger ce matin, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM et Ludovic Vigogne de la Tribune Dimanche, notre partenaire. Ludovic Vigogne, vous avez d'ailleurs réalisé avec Bruno Jeudi l'interview du Premier ministre parue ce matin dans la Tribune Dimanche. François Bayrou annonce donc, Manuel Bompard, qu'il va faire usage de l'article 49.3 et donc engager la responsabilité de son gouvernement sur le budget ainsi que sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Comment est-ce que vous réagissez à cette annonce du Premier ministre dans la Tribune Dimanche ? Écoutez, c'est pas une surprise. Je pense que tous les gens qui suivent l'actualité politique savaient, je crois, qu'il n'y aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter le mauvais budget de M. Bayrou et qu'il aurait donc recours à l'article 49.3 de la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle nous, les députés insoumis, mais je crois que ça sera d'ailleurs plus large, qui sommes opposés à ce budget, évidemment, nous déposerons en début de semaine une motion de censure pour faire chuter ce budget. Parce que ce budget est le pire budget que le pays n'ait jamais connu depuis 25 ans, le budget le plus austéritaire et qui va se traduire par des conséquences qui vont être désastreuses pour le pouvoir d'achat des Français, pour l'économie du pays de manière générale, pour nos services publics, et que ce budget, on doit s'y opposer. C'est la raison pour laquelle nous déposerons cette motion de censure. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget, dit le Premier ministre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, je veux dénoncer le chantage auquel le Premier ministre et le gouvernement, oui évidemment, auquel se livrent depuis maintenant plusieurs semaines, mais même avant, au moment du gouvernement de Michel Barnier, on avait déjà droit à ce chantage où on nous promettait, s'il n'y avait pas d'adoption de ce budget, on nous promettait le pire, on nous disait que les cartes vitales n'allaient plus fonctionner, vous vous en rappelez ? Bon, et là c'est pareil. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de conséquences économiques quand même, monsieur Bompard. On pourra y revenir si vous voulez, mais je veux vous dire une chose très simple, et c'est pourquoi je dénonce ce chantage. Aujourd'hui, on vit sous le régime de ce qu'on appelle la loi spéciale, c'est-à-dire que les députés ont voté une loi qui permet de renouveler en quelque sorte les lignes budgétaires du budget de l'année 2024. Donc en fait, aujourd'hui, on a un budget. C'est le budget de 2024 qui a été, pour l'instant, renouvelé pour l'année 2025. Mais vous avez des consignes qui sont données dans les ministères et qui consistent à dire non, pour l'instant, on gèle toutes les dépenses budgétaires parce que tant qu'il n'y a pas de budget, on ne peut pas dépenser. Alors qu'en fait, si, on peut dépenser puisqu'on a ouvert les lignes budgétaires du budget 2025. Et cette manière d'essayer d'obliger, en quelque sorte, de nous obliger à renoncer à nos convictions pour adopter ce budget alors qu'il serait très mauvais, c'est un chantage inacceptable. Anne-Sora Dubois. Et pour autant, s'il n'est pas voté, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dit que les impôts augmenteraient pour 18 millions de Français. C'est pas pas terrible. Voilà, ça participe de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire. Alors d'abord, Madame Vautrin dit le coût de la censure, ça a été 12 milliards d'euros. C'est ce qu'elle dit. 100 et puis là, millions d'euros par jour, maintenant, elle le reporte pour les Françaises et les Français. Je vais vous dire quelque chose, parce que ce serait bien que ce soit su. L'OFCE, qui est un organisme indépendant, qui est l'Observatoire français des conjectures économiques, a fait des prévisions sur si le budget de Michel Barnier avait été mis en place. Ça se traduisait par une baisse de la croissance par 2 et 0,8 points de croissance pour l'année prochaine. L'OFCE, le même organisme, a fait des prévisions de croissance avec la loi spéciale qui aujourd'hui est à l'œuvre en France. Et est tombé sur une prévision de croissance de 1,4 points de croissance. Ce que je veux vous dire, c'est que le budget de M. Barnier à l'époque, mais le budget de M. Bayrou qui s'inscrit dans la même logique, auront une conséquence pour la croissance et pour l'économie du pays beaucoup plus dangereuse que le fait de rester sur le régime de la loi spéciale. C'est pas moi qui le dis, c'est l'organisme. 18 millions de Français qui verraient leurs impôts augmenter si le budget n'est pas voté. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est mécanique. On sait qu'effectivement, s'il n'y a pas de réévaluation par rapport au niveau de l'inflation, on bascule dans une autre tranche. On va dire de quoi il s'agit précisément pour les gens qui nous écoutent. Chaque année, le barème de l'impôt sur le revenu est réévalué en fonction de l'inflation. Ça nécessite un vote à l'Assemblée nationale. Ça, ils le voient sur leur feuille d'impôt, ils comprennent très bien les Français. Évidemment. Cette dimension était dans le budget de M. Barnier, ça a été, c'est tombé. Quand nous sommes arrivés au début du mois de janvier à l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire d'Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, nous avons fait une proposition. Nous avons dit, votons immédiatement une loi d'urgence qui nous permet de voter des mesures consensuelles, par exemple la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Mais ça n'a pas été voté. Et ensuite, on aura le temps pour discuter du budget. Donc, madame, si le budget de M. Bayrou tombe, nous avons tout à fait le temps de faire voter à l'Assemblée nationale une mesure qui sera consensuelle, qui consistera à réindexer le barème de l'impôt sur le revenu. Manuel Bompard. Et cette manière de faire du chantage pour dire, si vous acceptez pas le mauvais budget de M. Bayrou, il n'y en aura pas et ça va être la catastrophe, c'est insupportable, c'est inacceptable. On peut tout à fait refuser le budget de M. Bayrou et faire en sorte ensuite
qu'il y a un autre budget. On va y avec venir, d'autres Manuel mesures Bompard, dans un qui soient instant. meilleures. Ludovic Vigon, vous avez réalisé cette interview. Vous avez une question sur l'état d'esprit du Premier ministre. Est-ce que ça peut jouer politiquement cette semaine? Oui, il a l'air plutôt tranquille, serein. Il estime que le travail de bonne foi qui a été mené autour de ce budget avec les différentes forces politiques pour arriver à une négociation plutôt conclusive va porter ses fruits. Et il estime que la motion de censure ne sera sans doute pas adoptée. Vous estimez qu'il a raison? Je ne le crois pas. Enfin, écoutez, moi, si les différentes oppositions restent fidèles aux engagements qu'elles ont pris devant les électrices et les électeurs, alors elles doivent refuser ce budget. Et si elles refusent ce budget, la seule manière de refuser ce budget cette semaine, puisqu'il y a un 49-3, ça sera de voter la motion de censure. Le Rassemblement national compris. Évidemment. D'accord. Enfin, vous les appelez, eux, à voter la motion de censure. Non, mais moi, j'appelle tous les députés à l'Assemblée nationale à censurer ce budget. Et je dis, par exemple, puisque vous m'interrogez spécifiquement sur le Rassemblement national, que, soi-disant, il avait fixé des lignes rouges qui consistaient à dire il ne faut pas que le budget ait un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Dans ce budget, sur lequel le Premier ministre va engager sa responsabilité, vous avez une baisse de l'indemnisation des arrêts maladie pour tous les fonctionnaires qui, normalement, étaient indemnisés à 100%, vont être indemnisés à 90%. Ça concerne les policiers, ça concerne la fonction publique territoriale, ça concerne des millions de salariés qui vont voir l'indemnisation au congé maladie baisser. Dans ce budget, il y a une réforme, c'est un peu technique, de l'électricité qui va se traduire par une augmentation du tarif de l'électricité. Ça, c'est un argument effectivement qui a été avancé par différentes forces politiques, dont le RN. Donc ce matin, vous dites, le RN doit voter la motion de censure. Je dis que chacun prend je dis que chacun prend ses décisions. Mais vous leur dites quoi au RN? Je dis que s'ils ne votent pas la motion de censure, ils auront fait la démonstration que les engagements qu'ils ont pris devant leurs électrices et leurs électeurs de protéger les Français d'un impact du budget sur le pouvoir d'achat, ils les auront pris, leurs engagements, ils les auront froissés, ils les auront mis à la corbeille. Donc ils doivent la voter. Voilà. C'est ce qu'il faut. Ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils le font pas, je pense que les électrices et les électeurs du Rassemblement national sauront s'en souvenir. Donc vous leur dites votez notre motion, député du Rassemblement national. Vous pouvez essayer de me faire dire les choses comme vous voulez, mais moi j'utilise les mots. Que ça soit clair. Manuel Bompard. C'est tout à fait mathématique. Il ne faut pas tourner autour du pot. Mais je ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que vous dites aux députés du RN ce matin? Je dis à tous les députés de l'Assemblée nationale, dont ceux du Rassemblement national, dont ceux du Parti socialiste, à tous, je leur dis, votre responsabilité quand le Premier ministre engage sa responsabilité sur un mauvais budget, c'est de voter une motion de censure. Point, à la ligne, j'ai pas de difficulté à dire, ne vous inquiétez pas. Juste un détail encore, il y a le budget de l'État, il y a aussi le budget de la sécurité sociale. Pour le faire adopter, il faudra sans doute des 49.3. François Bayrou dit ce matin dans la Tribune Dimanche que tous les 49.3 nécessaires seront déployés sans retard. À chaque fois, ça voudra dire qu'il y aura une motion de censure de votre part? À partir du moment où on se retrouve pas dans le texte, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, le 49.3, vous n'avez plus le choix. Donc, soit vous laissez passer le texte, soit vous déposez une motion de censure pour vous y opposer. Et comme nous ne nous retrouverons pas dans le budget de l'État proposé par M. Bayrou, et que nous ne nous retrouverons pas, on le sait déjà, au vu des orientations qui sont présentées dans le budget de la sécurité sociale de M. Bayrou, à chaque fois on déposera une motion de censure. Ce sera systématique. Évidemment. Écoutez, c'est rejeté à chaque fois. Mais ça, c'est après les députés qui décident. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous savez, quand il y a un 49.3 qui est engagé, vous n'avez pas 3 ou 4 ou 10 choix. Vous en avez 2. Soit vous le laissez passer, et donc ensuite, vous êtes redevable, vous êtes complice du budget qui a été adopté, soit vous vous y opposez, et alors pour s'y opposer, il faut déposer une motion de censure. Alors justement, vous dites le mot complice. Il y en a qui vont devoir choisir en début de semaine. Parmi les députés, on sait que les socialistes vont choisir lundi ou mardi leur position sur cette question de la motion de censure, savoir s'ils la votent ou non. Qu'est-ce que vous dites ce matin à votre collègue, est-ce qu'on peut l'appeler encore cousin, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste? Moi, je dis aux députés socialistes de manière générale, Olivier Faure compris, que nous avons été élus sous une étiquette, l'étiquette du Nouveau Front Populaire, en portant un programme. Et la première phrase de ce programme, c'était que le Nouveau Front Populaire rassemble des femmes et des hommes, des formations politiques qui veulent rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Et clairement, ce budget n'est pas un budget de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Que quand on a été élu, comme c'est mon cas, pour, par exemple, investir davantage dans la transition écologique, on ne peut pas laisser passer un budget dans lequel il y a 2,5 milliards de coupes dans le budget de l'écologie. Que quand on a été élu comme moi pour faire de l'éducation une grande priorité pour le pays, on ne peut pas accepter un budget dans lequel il y a à peu près 200 millions d'euros de coupes dans le budget. Oui, mais d'accord, on peut voter contre. Mais à la fin, il faut être cohérent. Si vous votez contre un budget et qu'il y a un 49.3 pour essayer de passer en force ce budget, la continuité de votre vote contre le budget, c'est de voter la motion de censure. S'il ne la vote pas,
vous les qualifiez de quoi? Vous avez dit complice il y a un instant. C'est quoi le terme? Vous iriez jusqu'à trahison? Non, mais moi, je vais utiliser mes propres mots, si vous en voulez bien. Moi, je dis que s'ils ne votent pas la motion de censure, alors ils auront procédé à un changement d'alliance, c'est-à-dire qu'ils seront dans un soutien sans participation au gouvernement de François Bayrou. Et à partir de ce moment-là, ils auront, de mon point de vue, renié les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Et donc, pour vous, ils ne seront plus dans le nouveau Front populaire? Le nouveau Front populaire ne peut pas regrouper au sein d'une même coalition des gens qui sont dans le soutien au gouvernement et des gens qui sont dans l'opposition au gouvernement. Donc évidemment qu'à partir de ce moment-là, parce que je crois savoir que, outre les députés insoumis, les députés écologistes, les députés communistes, en tout cas dans leur grande et leur immense majorité, voteront la motion de censure, alors oui, mathématiquement, on peut le dire, les députés socialistes se seront mis à distance du nouveau Front populaire. Mais vous dites mathématiquement, à distance, ça reste assez flou quand même, parce que Pourquoi la dernière fois, Éric Coquerel avait parlé de séance de rattrapage. Vous voulez pas être clair, dire carrément, s'ils votent pas cette motion de censure, ils sortent du NFP, ils l'auront décidé d'eux-mêmes, l'alliance sera terminée. C'est précisément ce que je viens de dire, Anne-Sophie Dubois. Quand je parle de changement d'alliance, je crois que c'est assez clair. Ça veut dire qu'ils ne seront plus alliés avec le nouveau Front populaire, mais alliés avec la coalition au pouvoir aujourd'hui. Et puisque vous voulez que je sois clair, moi, vous savez, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Nous avons dit, il y a plusieurs semaines, que dans l'hypothèse où le Parti socialiste ou des députés socialistes ne votaient pas la motion de censure, alors évidemment, s'il devait y avoir une nouvelle élection législative anticipée, alors ils ne pourront pas, ceux qui n'ont pas voté la motion de censure, porter les couleurs du nouveau Front populaire. Mais c'est à vous d'en décider tout seul, parce que Europe Écologie Les Verts, le PCF, peut-être qu'ils ont leur mot à dire, et qu'eux, ils se diraient, sur la motion de censure, on n'a pas voté ensemble, mais pour les étapes d'après, écoutez, j'ai entendu, gauche, ça compte plus je que comprends tout. votre question, mais j'ai entendu Marine Tondelier encore cette semaine, qui disait à la fois que son intention était évidemment de censurer le gouvernement, mais aussi que si certains voulaient ne pas censurer et qu'ils ne voyaient pas le problème, alors on avait un problème. Je reprends les termes qu'elle a employés. Manuel Bompard, je crois qu'elle dit des choses assez proches de ce que je dis. Je reviens un instant sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'en cas de nouvelle dissolution, il y aura un candidat de la France insoumise face à un candidat socialiste qui n'aurait pas voté cette motion de censure. Pas forcément de la France insoumise. Oui. Et ça pourrait être un candidat écologiste, ça pourrait être un candidat communiste. Je vais même vous dire, ça pourrait même être un candidat socialiste qui a voté la motion de censure. Donc mon sujet, c'est pas la France insoumise. Mais il y aura un candidat contre ses députés. Mais parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Et il faut bien que dans chaque circonscription du pays, s'il doit y avoir une élection législative, toutes les personnes aient le pouvoir de pouvoir voter pour un candidat de l'opposition de gauche, pour aller vite. Donc il faut bien qu'ils aient un bulletin de vote qui porte cette parole. Il y a une grande voix de gauche hier qui s'est exprimée, c'est Lionel Jospin. Il a appelé les députés socialistes à ne pas censurer le gouvernement. Et il a dit aussi que l'union de la gauche, c'était une union libre, qu'elle ne devait pas se faire sous le fouet. Lui aussi, c'est un traître ? D'abord, moi, j'ai pas employé le mot de traître, et pour le reste, je suis en désaccord radical avec ce que dit Lionel Jospin dans son interview, parce que je pense que précisément, ce qui a fait beaucoup de mal à la politique de manière générale, à la gauche en particulier, c'est quand vous faites campagne sur un programme, que vous défendez un certain nombre de mesures, un certain nombre de revendications, que donc vous déplacez des électrices et des électeurs qui se disent on peut leur faire confiance, et puis une fois que l'élection a lieu, quelques mois plus tard, finalement, vous reniez votre programme pour aller rejoindre une coalition gouvernementale. Moi, ça sera jamais avec moi, je vous le dis franchement, parce que je crois à la fidélité, à la parole donnée, à la cohérence de son positionnement, et personne ne peut croire sérieusement que le budget présenté par François Bayrou aujourd'hui a quelque rapport que ce soit avec le programme que nous avons porté dans les élections législatives, tout simplement. Manuel Bompard, on va venir un petit peu tout à l'heure justement sur le détail de ce projet, mais vous êtes sur le choix des mots. Il y en a un qui a écrit une note de blog, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, c'est Jean-Luc Mélenchon, les mots sont extrêmement forts, c'était en fin de semaine. Il écrit « Comptez sur les insoumis pour tenir chacune bien informés du nom des coupables ». C'est notre travail d'information, évidemment. D'information ou de délation ? Vous savez, les votes à l'Assemblée nationale, ils sont publics. Ils figurent sur le site de l'Assemblée nationale. Et heureusement, c'est un principe en démocratie. Vous avez élu des représentants dans Donc ceux qui ne votent pas la censure sont des coupables ? Ils seront coupables du fait que le budget passe, oui, évidemment. Vous savez, on a une responsabilité en tant que député. Cette responsabilité, c'est pas toujours facile, c'est de prendre des décisions. Et là, en l'occurrence, chaque député, quelle que soit son étiquette politique d'ailleurs, va être devant sa propre responsabilité. Est-ce qu'il vote la motion de censure et il empêche le budget de M. Bayrou de voir le jour
et donc de ravager l'économie du pays, parce que là on parle beaucoup de politique un peu politicienne, mais la vérité c'est que les conséquences de ce budget sur l'économie, ces conséquces de ce budget... Les conséquences négatives, mais il y en a des positives. Hein, lesquelles alors? Alors justement, Anne-Sora Dubois va revenir regarder sur ce que les socialistes estiment avoir obtenu un certain nombre de choses, puisqu'ils disent avoir épargné, à leurs beaux yeux, un certain nombre de souffrances aux Français, disent les élus socialistes. Le retrait de la suppression de 4000 postes d'enseignants et de 500 agents à France Travail, des moyens en plus pour la justice, l'annulation des déremboursements des médicaments, ça c'était une ligne rouge aussi de Marine Le Pen, la réouverture du dossier des retraites, même si effectivement on n'en connaît pas l'issue encore, une négociation de fonds commencée, et des moyens supplémentaires pour l'hôpital. C'est quand même positif tout ça, non? Alors, c'est intéressant, c'est bien que vous me posiez la question, ça va permettre une bonne fois pour toutes de faire la lumière sur la réalité de ces concessions. C'est bien pour les Français ça? Non, ce qui est bien, c'est d'abord qu'on puisse en parler pour que je puisse vous donner un certain nombre d'informations. Vous savez, François Bayrou, c'est quelqu'un qui vous donne un bonbon et puis vous reprend 3 bonbons de l'autre côté, quoi. Et à la fin, il essaye de vous faire croire qu'il vous a gagné quelque chose. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, Anne-Sora Dubois. Le premier exemple que vous avez dit, c'est ils ont annulé la suppression des 4000 postes d'enseignants. Ils ont annulé une mesure qui était prévue dans le budget, qui était de supprimer 4000 postes d'enseignants. Alors effectivement, ils l'ont annulé sur le papier. Et puis dans le même temps, ils ont fait voter des coupes supplémentaires au budget de l'éducation nationale de plus de 200 millions d'euros. La mesure des 4000 postes d'enseignants, elle était budgétée pour cette année à 50 millions d'euros. J'explique pour les gens qui nous écoutent. Monsieur Bayrou vient de dire, je vous rends 50 millions d'euros, mais je vous prends 200 millions d'euros. Peut-être qu'il aurait fait les deux, hein. S'il n'y avait pas eu négociation avec le Parti socialiste, il aurait pris dans le budget et il aurait supprimé 4 000 postes d'enseignants. Mais si après vous voulez vous satisfaire de coupes dans le budget de l'éducation nationale de 200 millions d'euros, c'est votre problème. À la fin, ils mais ont moi, c'est pas le mien. Non, ils n'ont rien obtenu puisque cette mesure n'était pas prévue. Donc il n'y a rien de bon dans ce qu'ils ont obtenu. Je sais pas rien ou pas. Moi, je prends les points factuellement, les points que vous avez évoqués. Ensuite, vous m'avez parlé des remboursements des médicaments. Ouais. Ce matin encore, dans la presse, on apprend qu'il va y avoir une mesure pour taxer les mutuelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mutuelles ont anticipé ces dispositifs-là sur le déremboursement des médicaments et ont augmenté leurs tarifs pour les Françaises et les Français. Donc on fait croire aux gens... Vous avez déjà prévu de faire de longue date. Donc on fait croire aux gens qu'en vérité, ils vont pas payer leurs médicaments plus chers, mais en fait, ils vont devoir payer leurs mutuelles plus chères. C'est le deuxième point. Les mutuelles, c'est pas l'État qui décide des tarifs qu'elles appliquent. Hein. D'accord, très bien. Mais essayer de faire croire aux gens qu'ils vont y gagner quelque chose du point de vue de leur pouvoir d'achat, c'est tout simplement mensonger. Le troisième élément que vous avez cité... La réouverture du dossier des retraites ? Bon, là, je pense qu'on peut, si vous voulez... continuer la plaisanterie pendant longtemps. Aucun tabou, dit le Premier ministre, y compris sur l'âge des 64 ans. Écoutez, les socialistes sont rentrés dans cette négociation en disant on a une ligne rouge, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Ensuite, ils sont revenus, d'ailleurs c'était sur votre plateau, je me rappelle, et Olivier Faure avait dit s'il n'y a pas le mot suspension dans le discours de politique générale de Bayrou, alors on votera la censure. Il n'y a pas eu le mot suspension dans le discours de politique générale de François Bayrou. Aujourd'hui, on a inventé un conclave dont tout le monde sait déjà que le résultat est biaisé par avance, puisqu'il faut qu'il y ait unanimité de tous les partenaires sociaux pour qu'une mesure puisse être discutée à l'Assemblée nationale et qu'il n'y aura pas d'unanimité sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ils participent à ce conclave, même des partenaires sociaux avec qui vous pouvez avoir de bonnes relations. Je leur reproche pas d'essayer d'aller se battre pour arracher des choses. Je reproche au Premier ministre François Bayrou d'avoir mis en place un cadre qui est un cadre bloqué par avance. Si vous voulez qu'on puisse débattre de la réforme des retraites, il y a une chose très simple, c'est faites voter les députés et vous verrez, il y a une majorité de députés qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Donc très concrètement, pour les Français qui nous écoutent, qui ont le sentiment que peut-être les socialistes ont réussi à obtenir quelques éléments pour leur vie quotidienne, vous dites il n'y a rien et il vaut mieux renverser le gouvernement. Guillaume Daré, on va prendre un dernier exemple et après je vais répondre à votre question. On va prendre un dernier exemple. On sait, le Parti socialiste a revendiqué d'avoir obtenu l'annulation des 3 jours de carence pour les congés maladie des fonctionnaires. Bon, c'était une mesure qui visait à prélever sur les fonctionnaires à peu près 200 millions d'euros. Alors effectivement, M. Bayrou a reculé sur ce sujet. À la place, il a mis en place une indemnisation à 90% des congés maladie plutôt qu'à 100%. C'est-à-dire qu'il a rendu 200 millions d'euros aux fonctionnaires, mais il leur a pris 800 millions d'euros. Manuel Bompard. Chacun fera son point de vue. Mais moi, pardonnez-moi, si ça s'appelle des grandes victoires pour les Françaises et les Français. Très concrète de quelque chose qui a été modifié de la victoire par la commission mixte paritaire. Rien à sauver, on a compris, mais celle-là, elle va vous plaire. Le prochain budget ne touchera pas, ça a été en discussion, aux avantages qui sont accordés aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'ai été favorable à ce qu'on puisse, dans un moment où on dit que tout le monde doit faire des efforts, il me semble quand même pas absurde de demander aux anciens premiers ministres ou anciens présidents de la République de contribuer aussi aux efforts. Donc, je pense que ça aurait été de bonnes mesures d'ouvrir aussi ce dossier. Comment vous comprenez que ça n'ait pas été fait ?
vous demanderez à ceux qui étaient en commission mixte paritaire. Mais je pense que tout le monde peut comprendre dans le pays que quand vous allez voir aujourd'hui des Français qui ont beaucoup de difficultés, qui ont subi l'inflation, l'augmentation des prix de l'électricité, qui ont des difficultés à pouvoir payer leur logement, les loyers ont augmenté, les charges dans les bailleurs sociaux ont explosé de manière extraordinaire. Moi, je pense qu'on peut quand même accepter l'idée que tout le monde doit contribuer, et en particulier ceux qui en ont les moyens. C'est d'ailleurs le problème, et je m'arrête là, mais c'est d'ailleurs le problème majeur de ce budget, c'est qu'en fait, on fait reporter la charge des efforts nécessaires sur les 90% des Français, et on préserve les 10% les plus riches. On va revenir dans un instant, Manuel Bompard, sur l'un des mots qui vous a aussi fait bondir cette semaine, l'expression du sentiment de submersion migratoire évoqué par le Premier ministre. Et il y a un Français qui a une question très concrète à vous poser. Vous êtes bien sur BFM Politique. Notre invité, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, avec qui on évoque bien sûr le 49.3 annoncé par le Premier ministre François Bayrou. Le Premier ministre qui vous a fait bondir, comme toute la gauche, avec certains des mots qu'il a aussi employés quand il a évoqué le terme de sentiment de submersion en matière d'immigration. Sur cette question de l'immigration, il y a un Français qui a une question très concrète à vous poser. Ceux qui font la France, eh bien ce matin, il s'agit de l'adjoint au maire de Mamoudzou, Dinouren M. Kolomanti, qui habite à Mayotte, premier adjoint au maire de Mamoudzou, qui est membre du mouvement départementaliste. Il souhaite vous interpeller justement sur la situation migratoire sur place et les défis qu'il rencontre. On l'écoute. Bonjour Monsieur Bompard, je suis Monsieur Kolomanti Dinouren, donc premier adjoint au maire de Mamoudzou. Il me semble que vous critiquez le terme de subversion migratoire utilisé par le Premier ministre M. Bayrou, mais ici à Mayotte, la réalité est terrible. Une réalité qui impacte la santé, la sécurité, le logement, quasiment l'ensemble de la structure mahoraise. J'ai deux questions pour vous. Pourquoi refusez-vous de nommer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui ressenties par l'ensemble de la population de Mayotte? Et deuxième question, il me semble que vous n'êtes encore jamais venu à Mayotte, n'est-ce pas? Le temps de venir constater les choses sur place, la réalité implacable des choses pour que Mayotte ne soit plus une fiction pour vous, pour le futur. Je vous remercie beaucoup. Manuel Bompard, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je le remercie évidemment pour ses questions et j'apporte par son intermédiaire à la population de Mayotte tout mon soutien, puisqu'elle a été évidemment frappée, meurtrie par les catastrophes climatiques ces dernières semaines. Ensuite, sur le fond des questions qu'il me pose, d'abord, je vais dire que quand le Premier ministre a utilisé cette expression de submersion migratoire, il n'a pas parlé de la situation à Mayotte, il a parlé de la situation nationale du pays. Et que il a commencé par Mayotte. Et que c'est tout simplement faux. Vous savez, aujourd'hui, en France, vous avez 8% d'étrangers. Il y en avait 7% en 1982, il y en avait 6,5% en 1930. C'est des chiffres officiels, c'est des chiffres de l'INSEE. Donc, c'est totalement absurde de parler de submersion. Il n'a pas parlé d'une submersion, il a parlé d'un sentiment. Alors, y compris, donc d'abord, je veux... D'abord, ce Mahorais, vous lui dites, attendez, je vais c'est votre réalité, non, mais elle n'existe pas. Je vais répondre dans un deuxième temps sur la question spécifique de Mayotte, il n'y a pas de problème, mais je veux juste vous dire, c'est faux sur le fond, et la responsabilité d'un Premier ministre, c'est pas de reprendre en fait des impressions ou des ressentis, c'est de les dénoncer, c'est de les démonter quand il s'appuie sur des éléments factuels. Et y compris, attendez, je termine, y compris du point de vue du sentiment des Françaises et des Français. Quand vous prenez les études à long terme, il y a eu un travail qui a été fait par un chercheur qui s'appelle Vincent Tibéri, peut-être l'avez-vous vu. La part de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France a chuté de 17 points en 40 ans. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il y a en France un sentiment de cette nature. Il y a une extrême droitisation de la classe politique française, mais pas des Français. 64% des Français jugent que François Bayrou a eu raison d'utiliser cette expression. Oui, mais... Est-ce que c'est pas vous qui êtes en décalage peut-être avec une perception qu'auraient les Français, dans leur majorité, de ce qu'est l'immigration? Je viens de vous donner un élément, pas des enquêtes qu'on fait sur la base comme ça, sur 500 personnes qu'on interroge. Je vous parle d'enquêtes, de travail sérieux, de chercheurs sur des longues périodes dans lesquelles on regarde les tendances longues. Et ben les tendances longues, elles vont pas dans cette direction. Maintenant, parce qu'il y a une question qui m'a été posée, je ne veux pas manquer de respect à la personne qui me l'a posée. C'est ma réalité. Sur la situation de Mayotte. Évidemment qu'à Mayotte, la situation est extrêmement compliquée. Mais ce serait mensonger de ne la prendre que par le prisme migratoire. La vérité, c'est qu'à Mayotte,
il faut quand même le dire, l'État a une responsabilité parce que depuis des années et des années, l'État a abandonné Mayotte, que les services publics sont dans un état désastreux, que les gens vivent dans des bidonvilles, qu'il n'y a pas l'accès à l'eau tous les jours. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi des difficultés liées à l'immigration à Mayotte. Mais quelles sont les réponses qui nous sont Alors, question très concrète, juste, Manuel Bompard, vous allez pouvoir y répondre justement sur les solutions qui peuvent être apportées. Il y aura jeudi une proposition de loi des Républicains qui sera examinée à l'Assemblée nationale, qui vise à restreindre le droit du sol à Mayotte concrètement. Il faudra désormais que les deux parents résident depuis au moins 1 an sur les territoires français pour que leur enfant qui naîtrait sur le sol mahorais soit français. Est-ce que vous soutiendrez cette proposition de loi ? Mais en fait, d'abord, il faut là aussi... Mais pourquoi non ? Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous savez que, contrairement à ce qu'on raconte, à longueur de plateau, le droit du sol n'existe déjà plus à Mayotte ? Il y a déjà eu des modifications qui ont été apportées il y a une dizaine d'années à Mayotte, qui fait que ce n'est pas vrai ce qui est raconté, c'est-à-dire de faire croire qu'une personne en situation irrégulière qui arriverait sur le sol mahorais et qui donnerait naissance à un enfant, que cet enfant aurait automatiquement la nationalité française. C'est faux, c'est factuellement faux. Mais est-ce qu'il faut le restreindre davantage ? Pardon ? Est-ce qu'il faut le restreindre davantage et passer à un an ? La question, c'est est-ce que, avant d'envisager de nouvelles modifications, est-ce que cette modification qui a déjà été apportée au droit du sol à Mayotte a-t-elle produit des résultats ? Est-ce qu'elle a produit des résultats ? Est-ce que depuis qu'on a modifié le droit du sol, ça s'est traduit par une baisse des flux migratoires, en particulier entre les Comores et Mayotte ? Évidemment non. Je vais même vous dire, vous savez, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas le droit du sol, et pourtant ils ont aussi parfois des difficultés liées à une augmentation des flux migratoires. Donc la question à Mayotte pour traiter ce sujet, c'est pas par une nouvelle modification du droit du sol, ça ne va rien changer. La question c'est de nouer une discussion, un rapport de force, une discussion notamment avec les Comores pour faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir. Donc ça veut dire pour avoir à la fois des accords de coopération économique et à la fois demander aux Comores, en échange de ces accords de coopération économique, de faire leur travail. Voilà comment on résout le problème. Pas en agitant comme ça des choses qui ne vont rien changer sur la réalité. Alors Manuel Bompard, la plupart des élus mahorais. Bruno Retailleau était à votre place ici il y a 2 semaines. Il s'est dit notamment favorable aux statistiques ethniques pour rouvrir le débat, pourquoi pas, justement sur le droit du sol dans tout l'Hexagone. Comment, finalement, quand vous voyez ces propositions et ces prises de parole, vous qualifiez votre ministre de l'Intérieur ? Je pense que c'est un porte-parole des idées de l'extrême droite dans le gouvernement de François Bayrou. D'extrême droite ? Oui, évidemment. Enfin, écoutez, M. Retailleau reprend une à une. Enfin, dois-je vous rappeler les expressions de M. Retailleau avant d'avoir été nommé ministre de l'Intérieur ? Dois-je vous rappeler que M. Retailleau considérait qu'il y avait en France des Français de papier, qui est une expression qui est née en politique en France dans la bouche de Jean-Marie Le Pen ? Donc, moi, évidemment, Bruno Retailleau est un personnage dangereux et qui amène au gouvernement et qui porte au gouvernement des idées qui sont des idées dangereuses. Et alors, attendez, dangereux, c'est un mot extrêmement fort. Personnage dangereux. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est un personnage dangereux qui vient alimenter des obsessions, qui vient raciste classer. Oui, évidemment. Excusez-moi, quand vous dites qu'il y a des Français de papier, c'est-à-dire que vous commencez à classer les Français en 2 catégories. C'est des propos et c'est des expressions qui sont des expressions racistes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, oui, et je trouve ça extrêmement choquant. Maintenant, puisque vous me posez une question sur M. Retailleau... Ce sont les préoccupations des Français et je m'attache à cela. Et maintenant, puisque vous me posez une question sur M. Retailleau, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de la censure et notamment de la décision des députés socialistes. Je vous dis que s'ils ont besoin d'un argument supplémentaire pour voter la censure de ce gouvernement, c'est que, honnêtement, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une personne en France qui se dise socialiste et puis qui puisse accepter que M. Retailleau reste au ministère de l'Intérieur. Et que donc, s'ils ne veulent pas censurer pour le budget, au moins ils devraient censurer pour empêcher M. Retailleau de continuer à faire ce qu'il est en train de faire depuis des mois et des mois. Justement, puisque vous parlez des socialistes, je reviens encore sur les concessions qu'ils ont pu obtenir. En tout cas, les choses négatives qu'ils ont pu amoindrir. Concernant l'AME, l'aide médicale d'État, elle devait être baissée de 200 millions d'euros. Finalement, ça ne sera que 100 millions d'euros. Les socialistes disent qu'ils ont fait pression pour ça. Est-ce que vous leur attribuez ce point ? C'est scandaleux. Non plus. C'est scandaleux. Ils ont eux-mêmes voté dans la commission mixte paritaire un amendement qui baisse le budget de l'aide médicale d'État de 111 millions d'euros. Enfin, tout le monde sait sur ce sujet... Alors qu'ils devaient baisser de 200. D'accord, mais... non, mais c'est leur rapport à la négociation. Oui, mais madame, à un moment, il y a des questions de principe, en fait. Quand on est... mais s'ils n'étaient pas allés négocier, ça aurait peut-être été 200, encore une fois. Oui, peut-être, ça aurait pu être 300, 400 et 500 aussi. Mais à un moment... c'est mieux que 100. Et peut-être que ça aurait été mieux 50 ou 40. Enfin, vous voyez, moi, mon sujet, c'est pas celui-là, c'est une question de principe. Attendez, parlons d'abord du sujet de fond. La focalisation sur l'aide médicale d'État est une focalisation
absurde qui a été dénoncé à de multiples reprises, par exemple par tous les professionnels de soins. Je veux juste dire 2 choses sur ça. Toutes les personnes, quelles que soient leurs opinions politiques, doivent pouvoir le comprendre. Si vous ne soignez pas une personne parce qu'elle n'a pas de papier en France, vous mettez en danger la population dans son ensemble. Pour une raison simple, c'est que les virus, les microbes, ils ignorent bien le fait de savoir si vous avez des papiers ou si vous en avez pas. Premièrement. Deuxièmement, tous les professionnels de santé vont vous dire la même chose. Si vous soignez pas une pathologie dès que vous la détectez, alors elle va s'aggraver et à la fin, ça va se traduire par des coûts supplémentaires pour le régime de santé. Donc, c'est absurde de baisser le budget de l'aide médicale d'État et c'est scandaleux que des députés socialistes aient donné leur voix pour accepter cette baisse, même au nom d'une baisse qui serait moins importante que l'autre. Parce que si vous ne vouliez pas de baisse du tout, il y a une chose très simple à faire. Vous votez la motion de censure. Vous faites tomber le gouvernement, vous faites tomber ce budget, et là, il n'y a pas de baisse du tout. Olivier Faure, sans aucun doute, nous regarde, il vous aura entendu. On vous sent en colère. Il y en a d'autres qui Sur ce sujet, je suis en colère parce que je crois qu'il y a une question de principe, de morale, il y en a d'autres qui sont en colère. Personnelle. Ce sont les grands patrons. Vous les avez entendus cette semaine? J'ai entendu, ouais. Effectivement, qui sont en colère parce qu'il va y avoir une surtaxation prévue pour l'instant pour 1 an qui doit rapporter 8 milliards d'euros à l'État. Ils considèrent que c'est une taxe, comme le dit par exemple Bernard Arnault, sur le Made in France, qui a des risques de délocalisation. Une qui est pas du tout d'accord, c'est bien sûr Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui dénonce leur comportement, qui dit, je cite, qu'ils n'en ont plus rien à faire de la France, de l'intérêt général, que leur seul intérêt c'est l'appât du gain, que les rats quittent le navire. Franchement, est-ce que c'est pas des mots trop durs pour des gens qui créent aussi de la richesse en France, qui ont un savoir-faire et qui emploient des gens en France? Non, c'est pas des mots trop durs. Écoutez, c'est révoltant. C'est révoltant que vous avez aujourd'hui des dirigeants d'entreprises qui, depuis des années, notamment suite à la crise du Covid, ont fait des profits qui sont des profits gigantesques, extraordinaires. Vous avez des entreprises qui ont, le CAC 40 l'année dernière a distribué un record historique, jamais vu en France, de dividendes qui ont été versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Et aujourd'hui, quand on leur demande de contribuer, et franchement, de manière extrêmement insuffisante, un tout petit peu à la solidarité nationale, c'est trop, si c'est comme ça, on va partir. Vous savez, la surtaxe sur l'impôt sur le revenu dont on parle pour 1 an. Sur les sociétés. Sur l'impôt sur les sociétés, pardon, merci. Pour 1 an, c'est 10% des dividendes versés par le groupe LVMH à ses actionnaires l'année dernière. Excusez-moi, mais dans une période où on demande à tout le monde de faire un petit peu des efforts, je pense que M. Bernard Arnault peut accepter qu'il va verser 10% de moins. Vous lui dites, Bernard, restez en France? Non, mais je lui dis d'abord, arrêtez de faire du chantage comme ça, partagez, parce que, pardon, mais Bernard Arnault, son empire, et il a été acquis aussi avec de l'aide publique, avec de l'aide de l'État, que Bernard Arnault, aujourd'hui, il touche de la politique agricole commune, il touche du crédit impôt recherche. Justement, une question très précise donc, à vous poser. Quand je le vois aujourd'hui faire du chantage comme ça, je trouve ça, mais vraiment désastreux. Question très précise. Le groupe LVMH, le groupe de Bernard Arnault, c'est aussi un groupe qui paye plus d'impôts en France qu'il n'y fait de bénéfices. C'est un groupe qui a des filiales dans les paradis fiscaux, monsieur. Vous le savez. Donc vous n'allez pas me dire qu'il paye les impôts qu'il devrait payer en France, ce n'est pas vrai. Et en l'occurrence, puisqu'on parle du budget, nous on avait proposé une mesure très simple. Une mesure qui s'appelle le dispositif Zuckman pour les entreprises. C'est juste pour faire en sorte que les entreprises payent leurs impôts là où elles produisent leurs richesses. Ça permettait de rentrer 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Ça, on aurait pu le faire, par exemple. Quand M. Arnault, j'ai dit ce que j'en pensais... Il y aura peut-être moins d'impôts en France dans ces cas-là, LVMH. Moins d'impôts. C'est-à-dire avec votre proposition. Ils paieraient leurs impôts. Il fait moins de chiffre d'affaires que dans le reste du monde. Mais d'accord, mais il doit payer. Il ne s'agit pas de dire qu'il doit payer les impôts relatifs au chiffre d'affaires qu'il produit mondialement, mais ce qu'il produit en France, ça doit être imposé en France. Maintenant, quand j'ai vu, après M. Arnault, j'ai entendu par exemple le PDG de Michelin, mais alors absolument. Là, je vais vous dire, j'ai trouvé ça révoltant. Produire en Europe nous coûte 2 fois plus cher qu'en Asie, dit-il. Écoutez, le PDG de Michelin a annoncé il y a 3 mois plus de 1000 suppressions d'emplois dans des usines de Michelin en France. Il n'y avait pas de surtaxe sur l'impôt sur les sociétés à ce moment-là. Pour vous, il n'y a pas de problème de compétitivité. Il a expliqué justement devant les parlementaires que quand il verse 100 euros bruts à un salarié, ça coûte 142 à l'entreprise et que le salarié, lui, ne touche que 77,50 euros. Et la différence, elle sert à quoi, monsieur Daré ? À financer la protection sociale. Bon, donc les salariés... Mais est-ce que c'est pas trop élevé par rapport à d'autres pays ? Mais le problème, c'est que vous devez comparer des choses qui sont comparables. En Allemagne, par exemple, il y a des protections sociales. En Allemagne, excusez-moi de vous le dire, mais le coût du travail en Allemagne, dans l'industrie, il est plus important qu'en France. Mais dans un contexte international, vous avez... Excusez-moi, Guillaume Daré, là, vous avez pris précisément le mauvais exemple. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Quand on compare des choses... C'est ce que Michelin prend comme exemple. J'entends, dans ce cas. Mais il faut comparer des choses qui sont comparables. Si vous comparez ce qu'on appelle le coût du travail, ce qu'eux appellent le coût du travail en France, et vous dites, en gros, entre le brut et le net, il y a un écart, etc. Mais alors, vous devez comparer, par exemple, aux États-Unis, tout ce qui va devoir être payé en plus
par exemple, les systèmes assurantiels qui vont vous permettre d'avoir accès à un système de santé. Parce que là, aujourd'hui, c'est la sécurité sociale. Vous évoquez justement les États-Unis. Vous comprenez que ces patrons-là, ils le disent aussi dans un contexte où Donald Trump dit « je vais mettre des droits de douane supplémentaires sur ce qui vient du Canada, sur ce qui vient de l'Union européenne ». Donc, ces patrons... Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que c'est bien le moment de taper sur nos entreprises en disant... Mais il ne s'agit pas de taper sur nos entreprises, de leur demander de participer. Est-ce qu'il n'est pas question précisément de les renforcer pour qu'elles soient fortes dans le l'effort national. Alors attendez, il y a plein de sujets. Mais face à Donald Trump qui dit... On va essayer de les prendre un par un, si vous voulez bien. Non mais... Premièrement, vous faites une comparaison avec les États-Unis. Je dis attention quand vous faites une comparaison avec les États-Unis, parce que vous savez que le déficit aux États-Unis est plus important que le déficit en France, et que la dette en pourcentage du PIB aux États-Unis est plus important qu'en France. Donc vous êtes tous en train de me dire depuis le début de l'émission qu'il faut qu'on fasse des efforts parce qu'on a trop de déficit ou trop de dette. Puis à la fin, vous venez me comparer avec les États-Unis, mais bizarrement, sur la question de la dette ou du déficit, vous comparez pas avec les États-Unis. Donc ça, c'est déjà pour vous dire quelque chose sur la comparaison avec les États-Unis. Pour le reste, vous me posez la question de des décisions qui ont été prises par Donald Trump ou qui vont être prises sans doute d'augmenter les droits de douane par rapport aux pays européens. Moi, la question que je pose, c'est elle est où la réaction de l'Union européenne ? Il faut faire la même chose ? Non, mais c'est quand même stupéfiant. Premièrement, M. Trump commence en disant nous, on va prendre le Groenland. Je rappelle que le Groenland fait partie du territoire européen. On n'a pas eu une réaction de la Commission européenne. Et ensuite, en matière de droits de douane, évidemment qu'il faut faire la même chose. Évidemment qu'il faut avoir une politique de protectionnisme pour protéger nos industries et qu'elles ne soient pas soumises aujourd'hui. Dent pour dent. Mais c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Moi, vous savez, j'étais favorable au protectionnisme depuis des années et des années, avant même que Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis. Parce que tout simplement, il faut faire en sorte que les entreprises, l'industrie reste en France, pas qu'elle soit transférée ailleurs. Et si vous êtes en train de me dire qu'on a une possibilité, puisque vous avez pris le sujet par le problème de la compétitivité, de s'aligner sur le coût du travail en Hongrie, en Moldavie ou en Chine, bon courage. Mais vous irez expliquer aux salariés français que le SMIC il va passer à 300 € par mois. Et vous savez très bien que vous le ferez pas. Donc, il faut arrêter avec cette logique-là. La vérité, c'est que les travailleurs français, ils sont parmi les plus productifs du monde. Ils ont un savoir-faire qui est un savoir-faire extraordinaire. Ils peuvent être dans des technologies de pointe. Mais par exemple, pour être dans des technologies de pointe, faut pas commencer par amputer le budget de la recherche, comme on va le faire cette année, de 1 milliard d'euros. Parce que si vous cassez la recherche, après, on sera plus sur des technologies de pointe. Voilà pour vous prendre des exemples. Donc la France, elle a des avantages compétitifs. Mais ces avantages compétitifs, ça passera pas par la destruction du droit du travail ou par la baisse des salaires pour s'aligner sur les autres pays. Manuel Bompard, c'était l'une des images de ces derniers jours. Regardez la tombe de Jean-Marie Le Pen qui a été dégradée à coups de masse, justement. Comment vous réagissez à ces images ? Évidemment, je ne peux pas être d'accord avec l'idée qu'on aille profaner une tombe. C'est une évidence. Et donc, c'est pas normal de faire ça. De la même manière... Vous condamnez ça ? Mais évidemment. Mais de la même manière, d'ailleurs, puisqu'on parle de tombes profanées, que j'ai vu ces derniers jours que le monument avec des tombes des soldats tirailleurs sénégalais avait été profané. Et je trouve bizarre d'ailleurs que ça n'ait pas suscité la même indignation. Le président de la République a lui-même réagi. Pour ma part, en tout cas, je suis aussi indigné par cette profanation. Pour le reste, quand j'entends des dirigeants du Rassemblement national multiplier les prises de parole sur les plateaux de télévision en disant que il faut respecter les morts, je me rappelle des propos de Jean-Marie Le Pen quand un jeune colleur d'affiches à Marseille qui s'appelait Ibrahim Ali a été tué par des militants du Rassemblement national. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait eu cette formule. Et il avait dit, cette mort nous interroge, et nous pose une question, c'est pourquoi y a-t-il autant de Comoriens à Marseille ? Moi, personnellement, je ne l'ai pas oublié, vous voyez. Donc, le respect pour les morts, ça ne peut pas être à géométrie variable. On a entendu néanmoins votre condamnation, effectivement. Plusieurs images, regardez, où je vais vous demander de choisir. Regardez, est-ce que vous êtes plutôt Richard Ferrand ou Laurent Fabius? On le sait, Laurent Fabius, son mandat s'achève à la tête du Conseil constitutionnel dans quelques semaines. Emmanuel Macron, le président de la République, envisagerait, c'est d'ailleurs évoqué dans la Tribune dimanche ce matin, de nommer l'un de ses proches, de ses fidèles, Richard Ferrand, à la tête du Conseil constitutionnel. Moi, je suis pour ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pour la suppression du Conseil constitutionnel et le passage à une 6e République. Mais là, il va y avoir un choix à faire. Oui, mais je ne vais pas avoir à choisir entre les deux. Ferrand, ça vous légitime ou pas pour un tel poste? De qui? Richard Ferrand. C'est un très proche du président de la République, Emmanuel Macron. Donc, il a le pouvoir de nomination, mais ensuite, ça doit passer devant l'Assemblée nationale. On va demander l'avis des députés. Vous en êtes un. On prendra, et au moment où l'examen devant l'Assemblée nationale aura lieu, vous verrez ce que l'on votera. Mais je pense que le Conseil constitutionnel ne peut pas être l'endroit où on recase ses amis, les gens qui finalement, pour des raisons, en plus pour M. Ferrand, c'était pour des raisons d'enquête judiciaire, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour recycler ses vieux amis. Regardez, est-ce que vous êtes plutôt Éric Dupond-Moretti
ou Jeff Tuche? Ça fait partie des sorties justement de la semaine et des derniers jours. Éric Dupond-Moretti qui a fait son premier spectacle hier soir, c'était sa première. Les Tuches, ça sort la semaine prochaine, ça sera grand public et populaire. Qu'est-ce que vous allez voir si vous devez aller voir l'un des deux spectacles? Je pense que les Tuches, c'est plus populaire que Éric Dupond-Moretti. Bon, allez. Mais après, monsieur Dupond-Moretti, je l'ai jamais vu en théâtre. Par contre, je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Et là, franchement, j'ai pas été convaincu. C'était pas un bon comédien? Ah, à l'Assemblée, c'était peut-être pas un mauvais comédien, mais on attendait d'un ministre de la Justice qu'il ne soit pas un comédien. Manuel Bompard, on vous entend tout au long de cette émission, on sent que la motion de censure est pas certaine de passer, et vous demandez toujours la démission du président de la République. Comment vous pouvez croire une seconde que ça va arriver? Mais d'abord, je pense que la question qui nous est posée, c'est comment on ramène un chemin de stabilité pour le pays. Bon. La censure, c'est un chemin de stabilité, je pense, vous pensez? Oui. Je pense qu'en fait, à s'entêter à mettre en œuvre des gouvernements qui sont des gouvernements minoritaires... Mais la démission, vous n'y croyez pas? Ben si, j'y crois, évidemment. Je pense que si le gouvernement de François Bayrou tombe, alors je pense que le président de la République va être devant ses propres responsabilités. Et puisque vous parliez de sondage tout à l'heure, j'avais noté que les Français sont plutôt d'accord avec moi, puisque j'avais noté que 60 ou 65% disait qu'en cas de chute du gouvernement de François Bayrou, le président de la République devrait partir. Et je pense que c'est comme ça qu'on retrouvera un chemin de stabilité, c'est-à-dire on ira devant les Françaises et les Français et on leur dira maintenant tranchez quels sont le choix politique que vous voulez pour le pays. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été notre invité ce matin. Merci Anne-Sorav Dubois, merci Ludovic Vigone de m'avoir accompagné.